L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Très bien. Le développement durable est défini, quant à lui, tel un mode de développement répondant aux besoins du présent sans pour autant compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est une belle philosophie. Force est cependant, pour l'instant, de constater qu'un peu moins de 20% de la population mondiale consomme déjà, et ce depuis des lustres, abusivement, bien plus de 80% des ressources de cette planète et émet plus de 50% des gaz à effet de serre, en partie responsable du réchauffement climatique. Réchauffement climatique qui, d'ailleurs, n'est pas subi de façon équitable. Il est important de savoir que ce réchauffement climatique engendre des dégâts sociaux, économiques et environnementaux qui, à chaque instant, fragilisent des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, n'ayant ni les moyens de se plaindre, encore moins de se défendre. Et qui plus est, sont abandonnés à leur propre et triste sort, sauf pour des opérations ponctuelles de marketing politique et de solidarité internationale. Pour contribuer à réduire durablement et de façon substantielle ces néfastes conséquences, 5 conditions sine qua non, entre autres, s'imposent. La première de ces conditions est d'éveiller massivement les consciences sur nos responsabilités, tant individuelles que collectives, en termes d'éco-citoyenneté qu'on va définir par la suite. Deuxième condition, c'est de pratiquer de façon quotidienne ces éco-gestes. On parle souvent de gestes éco-citoyens, pouvant contribuer à une meilleure valorisation matière, voire énergétique, des déchets que nous produisons. Troisième condition serait d'adopter un comportement éco-citoyen en phase avec la consommation responsable. Puis, quatrième condition, c'est d'opter définitivement lors de nos achats pour des produits et services éco-conçus. Puis enfin, ce serait de contraindre via ce nouveau comportement, ainsi, les industriels, qui sont les premiers pollueurs, à se convertir eux aussi de façon définitive au green business, voire au social green business. Commençons cependant par l'éveil massif des consciences sur nos empreintes, sur nos responsabilités en termes d'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est une unité de mesure qui permet d'évaluer la pression qu'exerce chaque être humain sur la nature. Elle correspond entre autres à la superficie terrestre, donc en hectares par habitant, nécessaire à chacun de nous pour produire les biens et services que chacun consomme, mais aussi à absorber les déchets que nous produisons. Malheureusement, la grande majorité des déchets que nous produisons n'est pas absorbée, et ce, parce que non seulement nous n'adoptons pas le premier des gestes éco-citoyens consistant à choisir des produits et services éco-conçus quand ils sont proposés, mais de surcroît, nous n'adoptons pas non plus le second geste éco-citoyen pouvant contribuer à leur valorisation effective, voire l'absorption ou la neutralisation complète de leurs empreintes. Mais alors, en quoi consiste ce comportement éco-citoyen permettant une valorisation matière, voire énergétique de nos déchets? Ces éco-gestes consistent déjà à apprendre à reconnaître les produits éco-labellisés, ceux à moindre bilan carbone quand cette information est disponible, et ceux
avec un moindre packaging, voire moindre emballage. Par ailleurs, prendre soin de procéder à un tri sélectif des déchets pour la bonne et simple raison que meilleur sera le tri, plus important sera le taux de valorisation et moindre sera votre ou notre empreinte écologique. Sans oublier que le cycle de vie du produit sera respecté. En effet, nos déchets constituent des matières premières, de second ordre peut-être, mais qui peuvent être de nouveau transformées, de nouveau valorisées, et de fait contribuent alors à réduire la pression que nous exerçons individuellement et collectivement sur les ressources et matières premières, qu'elles soient ou non renouvelables. On comprend alors que pour réduire de façon considérable notre empreinte écologique, il nous faut nous convertir de façon définitive à la consommation responsable. Qu'est-ce alors, me direz-vous, explicitement la consommation responsable, ou du moins consommer de façon responsable? Les études d'impact sociaux et sociétaux de la production, du commerce et de l'exportation des matières premières brutes de l'ensemble, par exemple des États africains vers les pays de l'OCDE, révèlent la génération d'externalités négatives, de très graves dommages sur des populations en constant appauvrissement et fragilité. De surcroît, des populations doivent subir les conséquences du réchauffement climatique causées par la surconsommation et l'utilisation irresponsable des produits finis, certes plus que transformés, pour une grande partie, mais issus de matières premières dont ils n'ont finalement joui d'aucune dividende. Population à qui, sous couvert d'aide au développement, de réduction de la fracture numérique, d'aide à la création d'emplois verts, en fait don d'une partie des 3E, ce qu'on appelle les déchets d'équipement électronique, d'une bonne partie de la planète. Des cadeaux empoisonnés, puisque ni les industries de gestion responsables de ce type de déchets, ni les compétences adéquates n'existent pas ou presque sur le continent. Ces externalités négatives sont aujourd'hui analysées de façon précise. Pour l'entreprise dite socialement responsable par exemple, la mesure de l'empreinte environnementale est devenue l'argument stratégique de vente par excellence. Selon d'ailleurs le projet de loi Grenelle 2, qui a été adopté déjà au Sénat depuis octobre 2009, le consommateur devra être informé du contenu en équivalent carbone et des autres impacts imputables au couple produit-emballage au cours de leur cycle de vie pour favoriser la consommation responsable des ménages. Cette information environnementale concerne principalement le couple, évidemment, produit-emballage. Cette information environnementale résulte d'une analyse du cycle de vie du produit, donc de la conception même, passant par le prélèvement des matières premières, jusqu'à l'assiette, ou alors jusqu'à la consommation par le consommateur. Cette information dépend aussi de la catégorie du produit, comprend obligatoirement l'indice carbone, comprend une approche multicritère, donc là on entend plutôt la proportion des déchets recyclables ou non. Cette information environnementale se base sur une méthodologie simple et abordable, même aux toutes petites entreprises. Une étiquette de même format pour tous les produits, comprenant donc des informations fiables et simples pour être de tous compréhensibles, et permettant le repérage des produits éco-responsables, éco-conçus, éco-labellisés. D'où l'importance pour les distributeurs des produits de grande consommation de disposer de données exhaustives, cohérentes et auditables sur chaque société et chaque produit mis sur le marché par ces dernières. Le cycle de vie des produits de grande consommation et toutes les externalités émises sont désormais calculées
en termes d'émissions de CO2 pour au mieux éclairer le client et le guider vers une consommation effective responsable. Alors, consommer de façon responsable, c'est donc prendre soin de consulter cette étiquette environnementale quand elle est disponible et de ne se contenter dans la mesure du possible que des produits, voire services munis de cette étiquette environnementale. Par ailleurs, consommer de façon responsable, c'est aussi, par exemple, consommer exclusivement les fruits de saison, donc à moindre impact carbone. Consommer responsable, c'est aussi opter pour quand c'est possible, attention, j'ai dit quand c'est possible, pour les produits locaux, pour réduire le bilan carbone et favoriser alors le développement de l'économie locale. C'est éviter la surconsommation et donc le gaspillage, puis la surproduction de déchets. C'est choisir les produits à packaging léger, voire sans emballage, si possible, et sans risque. Voilà pour ce qui est de la consommation responsable. Comprendre le concept de la consommation responsable, c'est une chose, mais comprendre le concept des produits et services éco-conçus, c'en est une autre. Alors, qu'est-ce, par exemple, un produit éco-conçu? Pour expliquer le concept d'éco-conception, il nous faut comprendre celui de l'analyse du cycle de vie des produits et services. Il nous faut donc savoir que pour produire les services et produits que nous consommons souvent de façon irresponsable, faute d'information, les industriels doivent procéder à l'extraction de matières premières, le transport de ces matières premières vers les sites de production et de transformation, procéder aux transformations de ces matières premières en produits finis, des produits finis, les acheminer vers les centrales d'achat, puis ensuite vers la grande distribution. Le client en fait l'acquisition, puis l'utilisation, et s'il effectivement est un éco-citoyen, on fait le tri sélectif de façon responsable, ce qui permet aux déchets d'être recyclés. Tout le cycle de vie du produit durant, il y a eu consommation d'énergie fossile, du pétrole par exemple, ou d'autres produits chimiques. Il y a eu consommation aussi d'électricité. De fait, il y a eu un certain nombre d'émissions. Il y a des émissions dans l'air, dans l'eau et dans les sols. Ce qui a pour conséquence directe des émissions de gaz, on parle notamment de gaz à effet de serre, émissions de gaz et de particules, avec donc pour conséquence directe la diminution de la couche d'ozone, puis nécessairement, indubitablement, le phénomène de gaz à effet de serre, puis le réchauffement climatique. On parle aussi d'acidification, on parle d'eutrophisation, on parle d'émissions de déchets, solides, liquides ou même gazeux, on parle de substances toxiques, avec, in fine, des conséquences graves sur la santé humaine et sur l'environnement. Directement, en premier chef, on parle de la santé humaine. On parle aussi des conséquences sur l'écosystème, la biodiversité et les ressources naturelles. Acidification de l'air. On entend essentiellement par là l'augmentation de la quantité de substances acides dans la basse atmosphère. Pour ce qui est de l'effet de serre, c'est simplement l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère. Pour ce qui est de l'eutrophisation des eaux, c'est l'introduction des nutriments, notamment sous la forme de composés azotés et phosphatés, qui conduit à la prolifération d'algues pouvant être dangereux. Finalement, depuis le projet de conception d'un produit ou service jusqu'à l'état de déchet de ce produit, de ce service, autrement dit, tout le cycle de vie de ce produit nécessite consommation de matières premières et production d'autres types de déchets avec de néfastes et lourdes conséquences pour notre environnement et de fait pour notre santé. Et ce, depuis des lustres et sans nul doute pour très longtemps encore. Pour ce qui est du gaz carbonique, ce qu'on appelle le CO2, ce gaz provient essentiellement de la combustion de l'énergie fossile.
associé au transport et à la production d'électricité et à une durée de vie de 100 ans dans l'atmosphère. Pour ce qui est du méthane, CH4, qui provient essentiellement de l'agriculture, des activités gazières et pétrolifères, mais aussi de la gestion des déchets, on en a pour 12 ans. Pour ce qui est du NO2, ce qu'on appelle le protoxyde d'azote, cela provient de l'agriculture, de l'industrie chimique et des activités de combustion. Là, on en a pour 120 ans, sans parler des allocarbures qui resteront présents dans l'atmosphère pour 50 000 ans minimum. Vous comprenez alors qu'il est du moins de l'intérêt commun des générations présentes et futures de se convertir exclusivement aux produits éco-conçus, c'est-à-dire globalement les produits conçus pour satisfaire les besoins, les mêmes besoins qu'autrefois d'ailleurs, mais bien plus respectueux de l'environnement et notre santé aussi. En optant définitivement donc pour ces produits éco-conçus dans notre comportement d'achat, nous devenons alors des consommateurs acteurs, donc des consommateurs du développement durable et contribuons de fait à inciter aussi les industriels et premiers pollueurs à se convertir définitivement au green business ou au social green business. Mais c'est le consommateur seul qui pourra, par son comportement, contraindre les industriels à adopter ce nouveau modèle de business. Pour conclure, mais qu'est-ce alors le green business, voire le social green business et ses autres avantages? Par green business, on entend toute activité de conception, de production, de communication, de commercialisation de biens et services développés dans le but de satisfaire des demandes et intégrant en amont, pendant comme en aval de ces solutions, de façon directe ou indirecte d'ailleurs, des process visant à réduire l'empreinte écologique de ces solutions et donc de son activité. Par social green business, on entend communément l'ensemble des activités économiques nécessitant l'utilisation de matières, matériaux, de techniques et de technologies, mais aussi d'énergie alternative pour la création de richesses à forte retombée sociale et sociétale, mais à moindre impact carbone. Quels sont alors les objectifs visés par le social green business? Parmi ces objectifs, on peut très bien voir la volonté de réduire, voire supprimer les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la volonté de prioriser le Green IT qu'on a vu dans l'un des chapitres, la ligne de présentation que j'avais fait auparavant. Aussi la volonté d'adopter une stratégie de production et de consommation responsable. La volonté de penser les productions en termes de cycle de vie, c'est-à-dire donc depuis la conception même du projet, du produit, du service, passant par le prélèvement responsable des matières premières, jusqu'à l'absorption des déchets, c'est-à-dire même après la consommation par le consommateur. On voit d'ailleurs aussi par là, donc globalement, le prélèvement, le transport, la transformation des matières premières en produits finis. On voit la production, on voit la commercialisation et le marketing responsable. On voit aussi, en termes d'objectifs, le fait de protéger et de rétablir les services écosystémiques rendus par l'eau, l'air et la biodiversité. L'eau, les sols et la biodiversité. On repositionne du moins de fait l'homme au centre de l'entreprise et du projet social, mais aussi au cœur de l'environnement. C'est aussi l'occasion, en termes d'objectifs, de promouvoir la participation de chacun à la décision et de s'enrichir de la différence. C'est aussi l'occasion de respecter les cultures, les patrimoines et d'évaluer les effets des décisions sur les générations futures. Mais aussi, ne l'oublions pas, cette
en termes d'objectifs, l'occasion de faire émerger, l'opportunité de faire émerger les éco-emplois dans divers secteurs d'activité tels, par exemple, le Green IT, les transports, l'automobile, via maintenant les véhicules électriques, le biocarburant. Autre domaine ou secteur d'activité, les énergies renouvelables, l'eau, l'assainissement, les déchets, l'air, les métiers du bâtiment, l'agriculture, la forêt, on pourrait coupler et même dire l'agroforesterie, le raffinage, les carburants, donc biocarburants, la chimie verte, l'écotourisme, les métiers de la mer, la biodiversité et les services écologiques. Voilà globalement pour l'heure ce qu'on pouvait dire quant à notre responsabilité individuelle, mais aussi, j'insiste, collective, avec en ligne de mire un développement durable mais surtout, effectivement, équitable et pour tous. Pour tout homme, toute femme et tous les enfants, où que l'on se trouve sur la planète.